Bonsoir à tous et merci de vous être libérés pour participer à cette petite présentation ce soir. Et alors, on parle de Donc, quoi, Tan, ce soir? Dis-nous. alors ce soir, on va parler de l'infrastructure as a code. Alors pour ceux qui connaissent un peu ou ceux qui s'intéressent de loin à la culture DevOps, savent ou du moins ont déjà vu ce terme quelque part. Donc on va aborder des notions basiques sur ce mécanisme et on va aborder les différents modes de fonctionnement. Et à la fin, je vais terminer par une petite démonstration afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement en direct. Voilà. Quel teasing. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir la démonstration en pratique. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, je le rappelle, avant de laisser Tan dérouler sa présentation, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je me chargerai de lui transmettre au moment opportun. N'hésitez pas. Eh bien, c'est parti, Tan, c'est à toi. Merci. Donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Wang Tanvo. Je suis ingénieur DevOps actuellement à la BU de Proxiad Est. Je travaille actuellement chez Transactis, sur tous les sujets qui tournent autour du DevOps, de la culture, comment l'intégrer dans une organisation, comment déployer les outils adéquats pour permettre aux équipes de développement euh, d'accélérer et d'améliorer la qualité des applications déployées au sein de l'entreprise. Donc cela fait à peu près déjà plus d'un an et demi que je suis chez Proxiad et aussi la même durée chez le client Transactis sur lequel j'interviens sur ces différents sujets. Donc ce soir, on va vraiment s'immerger un peu sur les quelques notions basiques de ce que c'est l'infrastructure as code. Donc, pour ceux qui pratiquent déjà ou qui sont déjà intégrés dans cette mouvance qu'est le DevOps, ça peut ne pas être très intéressant. Voilà. C'est vraiment destiné aux personnes qui souhaitent découvrir ou qui souhaitent du moins peut-être en parler autour d'eux ou dans leur organisation pour commencer petit à petit à l'intégrer. Donc, voici un peu le déroulé. Donc, on va aborder les notions basiques, on va aborder le fonctionnement des outils, comment les choisir. Il y en a beaucoup sur le marché, donc il ne faut pas se louper sur le choix. Il faut choisir un outil qui correspond à l'infrastructure existante. Et on va aussi voir quel est le lien concret entre le DevOps et l'infrastructure as code. Et on terminera par une démonstration avec l'outil Terraform. Donc effectivement, je n'aurai pas forcément le temps d'expliquer comment fonctionne l'outil, mais ce sera déjà une bonne introduction en pratique de voir comment ça fonctionne concrètement. Donc, qu'est-ce que c'est l'infrastructure as code? Donc, commençons par une définition. Euh, L'infrastructure as code, ou plutôt dans sa forme contractée IAC, en fait, est un ensemble de mécanismes qui va permettre aux équipes de développeurs ou DevOps d'automatiser la gestion et l'approvisionnement de services à l'aide de code. Donc, quand je parle de services, ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des composants réseau, ça peut être aussi des composants de stockage, etc. Plutôt que d'utiliser un processus manuel ou interactif. Donc, qu'est-ce que j'entends par processus manuel? Ça va être plutôt bêtement, un ingénieur de production va prendre une documentation et va exécuter de manière séquentielle toutes les commandes pour mettre en œuvre les différentes briques pour pouvoir accueillir l'application par la suite. Ou interactif, ça va être des scripts Shell, PowerShell ou autres qui ce que je veux dire par là, un ingénieur va répondre à différentes questions qui vont déterminer la structure après de l'infrastructure, des différents composants, des instances qui vont être initiées. Donc par la suite, vous l'aurez bien compris, qui dit processus dit quand même pas mal de tâches qui sont derrière, qui vont être exécutées. Donc les objectifs vont être multiples.
on va déjà essayer de couvrir avec l'infrastructure as code plusieurs domaines. Donc, on va aller de la création de l'infrastructure jusqu'à la gestion, l'installation et la gestion des applications. Donc, on va voir tout ça plus tard dans la présentation, à quoi ça correspond concrètement ces 4 périmètres. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation, j'ai voulu faire une petite rétrospective sur ce qui a été fait avant la venue du DevOps, de l'automatisation. Donc, imagine, et ça, je pense que par exemple, tous les ingénieurs de production ou les intégrateurs ou les développeurs vont peut-être se retrouver dans ce que je vais décrire. Donc, avant, on avait des ingénieurs de production qui recevaient une documentation avec des instructions de la part du développeur ou de l'intégrateur de comment il doit déployer le produit en production. Voilà. Généralement, ça se faisait dans ce sens-là. Donc, on parle de différentes tâches que j'ai listées sur cette slide. Donc, on va parler de l'installation, de la configuration réseau, de la création des tables de routage pour permettre au serveur d'être accessible à une partie du réseau de l'entreprise, par exemple. Il peut être dans une zone qui est complètement fermée, qui nécessite la mise à jour des routeurs ou la permission d'accéder à l'extérieur, par exemple. On va aussi parler de l'installation de l'application, la configuration de l'application, l'installation de la base de données. Pourquoi je vous parle de toutes ces tâches-là? Parce que souvent, les équipes de production étaient face à un dilemme, c'est-à-dire qu'ils installaient ce produit-là sans forcément le maîtriser et sans avoir au préalable travaillé avec les équipes de développement. Donc, ça a amené à des différences assez importantes. Par exemple, un environnement de production qui n'était pas du tout à l'image de celle qui a été mise en place en développement, parce que généralement, les ingénieurs de production ne touchaient pas à ces environnements-là, les environnements de développement, les environnements d'intégration. Donc, on va avoir des différences qui peuvent être minimes, mais qui peuvent avoir un impact très important par la suite, une fois que l'application est déployée en production. Et donc, avec tout ça, on arrivait à, par exemple, si vous multipliez tout ça, on arrive à beaucoup d'inconvénients qui peuvent avoir des impacts très importants sur le bon fonctionnement de vos applications et directement impacter votre business derrière. Donc là, j'ai regroupé toutes les tâches que je vous ai listées tout à l'heure dans 3 grandes catégories, qui est la préparation des serveurs, l'installation des différentes briques. Donc ça peut être l'installation des dépendances, l'installation de la base de données. Et après, on parle aussi de maintenance. Vous allez voir pourquoi. Tout ça, on le multiplie par le nombre de serveurs, par le nombre d'environnements et tous les points critiques que je vous ai cités tout à l'heure ont un impact assez énorme et comment dire ça, les SI s'en sont rendus compte au fur et à mesure du temps que finalement l'infrastructure, les équipes IT le voyaient plus comme un bloc. Comme un bloc, je peux visualiser ça comme par exemple un tank. Voilà. Tout le monde avait peur une fois une infrastructure en place qui évolue au fur et à mesure du temps et plusieurs équipes y mettent la main. Et ça crée, je dirais pas une usine à gaz, mais ça crée quelque chose de très compliqué à maintenir sur le temps et à aussi, comment dire ça, à faire évoluer. Parce qu'on a l'impression que c'est pas modulaire. Voilà. Il y a que ces briques-là, une fois qu'on touche à ces briques-là, il y a tellement de dépendance qu'il devient difficile de le maintenir. Donc, derrière, on a un coût ressources humaines assez élevé. On va avoir des équipes, presque une armée de spécialistes dans chaque domaine qui vont essayer de maintenir des briques ensemble. Et parfois, je pense que beaucoup vont se retrouver dans cette situation-là, c'est que ces équipes-là n'ont pas forcément une bonne communication. Donc, qui dit une mauvaise communication dit forcément les actions ne vont pas être synchronisées. Une équipe va faire évoluer une brique qui risque de tout simplement de bloquer comment dire ça, de bloquer le bon fonctionnement de l'application. Voilà, on peut le voir comme ça.
Et il y a aussi plus d'efforts et de temps consacré. Je prends un exemple. Le développeur, lui, souhaite réaliser une action. On a l'ingénieur de production qui lui propose de développer un script, mais ce script-là va seulement répondre à un besoin. Voilà. Dès qu'il y aura de nouveaux besoins qui vont être exprimés par les équipes, les différentes équipes techniques, il y aura plus de développement à faire, plus de customisation à faire, et ça amène à avoir énormément de choses fait maison qui vont être maintenues par une ou plusieurs personnes. Et là, on parle aussi de dette technique. Voilà. On va avoir du mal à maintenir tout ce contenu et ça peut porter préjudice parce qu'une dette technique pour une entreprise, c'est, je pense, la pire des choses à avoir au fur et à mesure des années. Parce qu'après, c'est beaucoup d'efforts qui vont être engagés pour, du moins, enlever toutes ces petites choses-là qu'on a du mal à faire évoluer. Et aussi, les erreurs humaines sont beaucoup plus fréquentes. Parce qu'effectivement, un développeur va peut-être réaliser des choses dans son environnement d'intégration d'une certaine façon. Et l'ingénieur de production va, lui, le réaliser d'une autre façon. Donc, on n'a pas un outil ou quelque chose qui permet de rassembler les idées des personnes en un, dans quelque chose d'assez uniforme pour permettre de réduire ces erreurs humaines et d'éviter d'arriver à des situations assez compliquées en production. Mais du coup, on en arrive, comment ça fonctionne l'infrastructure as code? Je vous ai là soulevé tous les problèmes qu'on peut avoir dans le monde, on va dire, ancien, dans l'ancien temps. Mais du coup, qu'est-ce qu'apporte de plus l'infrastructure as code aujourd'hui? Alors, vous avez dû le voir, j'ai énoncé une ou deux fois le mot DevOps. On va le voir plus tard dans la présentation que l'infrastructure as code est un des piliers du DevOps. Donc, en fait, on aura un terme qui est manifeste et j'ai aussi parlé de code. Manifeste, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, pour le visualiser, ça va être des fichiers de code dans lesquels on va mettre des instructions. On va exprimer notre besoin. Donc, l'équipe de production va travailler conjointement avec les développeurs en tout début de projet. Et c'est ça qui est important. Dans une démarche DevOps, on n'a plus ce fonctionnement de silo, on a vraiment un fonctionnement où, dès le début, les ingénieurs de production, les différents spécialistes, réseau, DBA, sont, comment dire ça, travaillent déjà main dans la main. Et c'est ça que l'infrastructure as code va permettre de faire. Il va fournir, si vous voulez, presque un framework, quelque chose de standard pour permettre à tout le monde de comprendre le même langage et de pouvoir faire évoluer l'infrastructure au rythme de l'application. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Autrefois, l'infrastructure était un poids assez conséquent pour le business. C'était presque un frein pour le business. Aujourd'hui, c'est le business, je dirais, qui drive l'infrastructure. Et du coup, il faut avoir cette agilité, il faut avoir comment dire ça, cette modularité de pouvoir modifier un bout de l'infrastructure, mais sans casser tout le reste. Et donc là, sur ce schéma-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, par exemple, on peut voir différents corps de métier, on peut visualiser ça, on peut avoir des développeurs, on peut avoir des ingénieurs de production, des ingénieurs DevOps qui vont travailler ensemble, qui vont émettre des idées, qui vont mettre en commun tout ça à travers des manifestes, comme je vous l'ai dit. Donc, ça va être des fichiers contenant du code qui va définir ce que va être la cible, donc ce que va être l'infrastructure une fois déployée. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est qu'on n'est plus là par exemple, l'équipe de développeurs n'est plus là à soumettre une demande, que ce soit par mail, par un système ITSM ou autre, et dire je veux une VM et qu'il soit obligé d'attendre 2 semaines. Et qu'au bout de 2 semaines, la VM ne corresponde pas finalement aux besoins exprimés initialement parce que la personne qui a réalisé la demande n'a pas forcément compris ce que le développeur voulait. Et donc, en plus, dans ce mouvement DevOps, avec l'infrastructure as code, ils travaillent tous ensemble à la définition de l'infrastructure, à la définition de la cible,
au travers de fichiers manifestes qui, eux, vont être déjà stockés dans un espace. Généralement, les équipes utilisent un système de versionning, donc généralement Git ou autre. Mais dans mon cas personnel, les gens, en fait, ont essayé de mettre tout ça sur Git pour avoir une trace de toutes les modifications apportées à ces fichiers-là et surtout avoir une visibilité. Voilà. Et après, ces fichiers-là sont consommés par des applications. Alors là, je vous ai cité quelques applications qui sont connues, très connues aujourd'hui des SI. On peut avoir du coup Ansible, Terraform, Puppet, Chef. Donc, il y a ces outils-là. Il y en a beaucoup d'autres qui vont faire le travail à votre place. Donc, avant, je vous ai expliqué, les ingénieurs de production développaient des scripts. Mais quel est le risque en réalisant ce type de développement, je dirais, fait maison? C'est des développements qui sont assez spécifiques, qui ne peuvent pas prendre tous les cas, ensemble pour éviter d'avoir des collisions, d'avoir des erreurs, etc. Donc, ça va donner des scripts assez géants à maintenir. Et l'ingénieur de production n'a pas forcément toute la visibilité sur les risques, sur les risques que peut avoir les incidents si le script ne gérait pas un certain cas. Voilà. Donc, au lieu de faire ça, maintenant avec l'infrastructure as code, on met tout ça dans un fichier et on laisse les applications faire. Les applications sont capables de gérer l'état de l'infrastructure, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, initier votre infrastructure grâce à des fichiers et l'application va garder l'état. Et donc, s'il y a une modification dans les fichiers que vous allez faire, l'application saura vous dire, ah oui, attention, voilà, il y a une modification qui a été faite dans les fichiers, et si vous l'appliquez, ça va modifier telle ou telle brique. Mais sans avoir à gérer tous les cas, déceptions, etc. Donc, il y a déjà beaucoup plus de facilité. On ajoute le côté uniforme, et vous allez voir par la suite avec la démo que c'est assez simple à comprendre. Toutes ces tâches-là, finalement, sont catégorisées et vous allez voir que ça a une importance de comprendre sous quelle catégorie se trouvent ces tâches-là. Parce que Alors, ça va nous juste avant que tu permettre. embrayes, Oui, Tan, on a une question de Michael oui. qui nous demande est-ce que l'infrastructure as code est égale à la gestion de configuration ou alors est-ce que c'est pas au même niveau? Alors, il a tout à fait raison de poser cette question-là. Oui, c'est au même niveau. En fait, l'infrastructure as code, c'est pas seulement, c'est vrai que le terme, c'est pas seulement gestion de l'infrastructure, mais c'est aussi gestion de la configuration, que ce soit de l'infrastructure ou des applications. Donc, c'est vraiment au même niveau. Ok, je sais pas si ça répond à ta question, Michael. Si on n'est pas précisé, dis merci. Donc, effectivement, je te laisse poursuivre, Tan. Merci Oui, beaucoup. pas de souci. Donc, effectivement, j'en reviens au fait que ce que je vous ai énoncé depuis le début de la présentation, il y a un certain nombre de tâches qui sont réalisées. Ces tâches-là sont catégorisées dans trois grandes catégories. Donc, la première grande catégorie est le provisionnement de l'infrastructure. On va parler d'instanciation de services. Donc, l'instanciation de services, ça va être je veux deux instances machines virtuelles. Je veux un espace de stockage S3, File Storage ou autre. Donc, c'est cette partie-là qui concerne l'instanciation de service. On va parler aussi de la configuration réseau. Et là, c'est un bond en avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de rentrer dans les couches basses de l'infrastructure pour pouvoir apporter des modifications, etc. Avec la venue du DevOps, de l'IAC et du cloud, il est de plus en plus facile de configurer un pare-feu, configurer des règles d'accès, etc. Donc, avec l'IAC, on sera capable aussi de faire ce genre d'action. On sera aussi capable aussi de créer un load balancer. Donc, pour expliquer un peu plus en détail, qu'est-ce qu'un load balancer? Donc, un load balancer va vous permettre de rendre, du moins, euh, de distribuer le trafic qui vient de l'extérieur de votre réseau
à l'intérieur, donc de ramener du trafic et de le distribuer au travers de vos différents nœuds, donc machines virtuelles ou serveurs, etc. C'est aussi un bon moyen de pouvoir exposer aussi vos services internes. Donc, si maintenant, je ne sais pas, vous avez un portail web à exposer à l'extérieur, grâce au load balancer, vous allez pouvoir le faire. Donc, voilà à peu près au niveau réseau ce qu'on peut faire. Après, il y a différents services. Là, je présente le load balancer parce que c'est le service le plus facile à comprendre pour les personnes techniques et pour les personnes non techniques aussi. Donc voilà. Et après, il y a aussi les couches basses. Aujourd'hui, c'est vrai que je parle, peut-être ça parlera beaucoup plus aux personnes qui ont fait du réseau en entreprise, qui ont configuré des switches Cisco, qui ont configuré des routeurs. C'est vrai que ça peut être fastidieux. Ça peut être très fastidieux de gérer le versionning, la configuration de tout ça. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont capables d'automatiser cette gestion-là et de le distribuer au travers de tous les équipements réseau qu'on a, par exemple, sur l'infrastructure, donc sur les équipements physiques. Et ça, par exemple, aujourd'hui, un exemple, il y a quelques mois, j'avais rencontré, c'est un ingénieur réseau qui avait automatisé toute la gestion de la configuration, donc, comme la question de tout à l'heure, de ces routeurs grâce à Ansible. Voilà. Donc, ce qui lui a permis de pouvoir distribuer la configuration à grande échelle et même lorsque, par exemple, un nouveau site s'ajoute, il peut la réutiliser. C'est ça le but, en fait, de l'infrastructure as code, c'est de pouvoir réutiliser les mêmes manifestes pour euh, un nouveau site, un nouveau réseau que vous mettez en place, donc vraiment de gagner en temps derrière. La deuxième catégorie, ça va être la configuration, celle où effectivement, après avoir initié les différents services, vous allez installer les dépendances qui vont vous permettre d'exécuter votre application, par exemple. Donc là, j'ai mis ce que vous voyez à droite, par exemple. On peut, par exemple, pour une application Java, avoir le JDK ou encore le GRE pour pouvoir exécuter votre application Java. Et pour ceux qui, par exemple, connaissent très bien le Golang, d'avoir au moins le SDK présent sur l'instance virtuelle pour pouvoir exécuter votre application. Donc, c'est une des parties aussi qui est très importante parce que on va aussi avoir un enjeu qui est la gestion des versions au travers de tous les environnements. Et c'est une des choses qui est très compliquée aujourd'hui si vous n'avez pas intégré le DevOps, les différents outils ASIC qui vont vous aider dans votre démarche. Parce qu'imaginez juste le nombre d'environnements que vous avez et le nombre d'applications, mais qui ne sont pas calés sur le même SDK. Je dis par exemple, vous avez 50% de votre parc applicatif qui utilise Java 8 et vous avez l'autre moitié qui utilise Java 11, par exemple. Et imaginez juste que vous avez des petits projets qui utilisent d'autres versions Java encore supplémentaires qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, vous allez rencontrer surtout des difficultés à les gérer au fur et à mesure du temps. Voilà. Vous avez aussi, donc, ça fait partie de ce que je viens de dire, c'est de gérer le cycle de vie des dépendances. C'est ça qui est important. Mais vous allez voir que finalement, les catégories de configuration de l'infrastructure provisionnée, le déploiement de l'application, ces deux parties-là peuvent être, comment dire ça, fusionnées ensemble aujourd'hui, grâce à une technologie que vous avez dû voir ou même vous l'utilisez personnellement aujourd'hui, c'est Docker. Voilà. Docker vous permet d'embarquer la configuration de votre application, le socle technique de votre application et les binaires aussi. Donc, avec Docker, vous pouvez déjà vous simplifier la tâche et préparer déjà votre socle technique en avance et de l'intégrer dans votre chaîne de déploiement et de déployer votre conteneur une fois que votre application est compilée. Donc ça, il faut garder en l'idée parce que ça donne après beaucoup de possibilités. Ça vous permet de factoriser encore beaucoup plus vos tâches
et de réduire ces tâches manuelles que vous avez encore dans votre processus aujourd'hui. Mais du coup, je vous ai présenté quelques outils et effectivement, je vous ai dit, mais comment on va faire le bon choix? Il y en a tellement, je ne sais pas comment choisir. Effectivement, on a 4 catégories. Là, j'ai mis exprès 2 couleurs différentes. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien 2 phases dans un déploiement. On a la première phase où effectivement, on est dans une phase d'initiation, de création des ressources, et on a la deuxième phase qui est aussi très importante, qui est comment dire ça, la maintenance. La maintenance, une fois que tout est créé, tout est déployé. Donc la maintenance, dans le cadre du DevOps, ça peut être par exemple ajouter un serveur, supprimer un serveur par rapport à votre charge et par rapport à ce que vous avez prévu initialement. Ça peut aussi être installer une nouvelle application ou ajouter, par exemple, une adresse IP statique à votre instance parce que depuis le début, vous n'avez pas prévu que vous allez le déployer avec une adresse IP statique. Voilà. Donc, par rapport aux catégories de tâches que je vous ai présentées, ça va plus ou moins déterminer votre direction. Ça va vous diriger vers l'outil que vous souhaitez utiliser. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les outils à la mode, les outils que vous entendez partout? Et effectivement, Terraform est un outil employé dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut l'utiliser absolument? Je dirais qu'il faut vraiment analyser. Alors effectivement, il y a les catégories, il y a les tâches. Est-ce que déjà l'outil me permet de faire ce que je veux automatiser? Donc il y a cette première partie, mais il y a aussi d'autres critères de choix qui vont intervenir dans votre décision finale, si vous voulez. Donc, comment différencier les outils IAC? On a déjà les outils, effectivement, vous pouvez avoir 2 outils qui couvrent le même périmètre, donc les catégories de tâches, mais qui ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, c'est là que vous allez en fait arriver à différencier les outils et à voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Donc, vous allez déjà avoir le mode déclarative, impérative. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le mode impératif, c'est le mode procédural. Je dirais même presque c'est le mode séquentiel. C'est-à-dire que vous allez exécuter des commandes dans votre terminal pour créer vos ressources. Effectivement, ces commandes-là, vous pouvez les mettre dans un script pour ne pas avoir les exécuter un à un, donc dans votre script, mais vous allez rencontrer un autre problème. Vous créez le serveur. Du coup, vous allez exécuter cette tâche-là, mais si quelqu'un d'autre essaye de refaire la même tâche, comment dire ça, la même commande que vous, quelle erreur vous allez rencontrer? Bah, du coup, en fait, typiquement, la ligne de commande va vous retourner, va vous dire, ben, le serveur existe déjà. Mais au lieu de faire ça, en fait, il n'a pas su, et la ligne de commande n'a pas été capable de vous dire, attention, il n'y a pas de changement à faire. C'est là toute la nuance, en fait, avec l'infrastructure as code, c'est qu'on est en mode déclarative. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un manifeste, donc on a un fichier de code. Le développeur, conjointement avec les équipes Ops, vont dire, bah, nous, on a besoin de 4 serveurs. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec l'IAC? En fait, on va le voir lors de la démonstration avec l'IAC. On va dire, ben, je veux 4 serveurs qui sont basés sur, par exemple, l'OS Debian et qui ont 30 Go de disque, et c'est tout. Et après, on fait passer ce fichier-là, la moulinette de l'application que vous aurez choisi et qui va réaliser tout ce travail pour vous. Et donc, à la première exécution, l'outil va vous dire, OK, j'ai 4 ressources à créer. Une fois qu'il les a créées, si vous essayez de réexécuter ce même fichier que vous avez constitué précédemment, il va vous dire, j'ai pas de ressources à créer puisque les 4 que vous nous demandez sont déjà existants. En fait, c'est ça la différence entre ces 2 mondes, si vous voulez, l'impératif et le déclaratif. L'impératif, c'est vraiment la ligne de commande.
voilà, qu'on exécute. Et le déclaratif, c'est vraiment un fichier où on exprime son besoin. Et c'est là où, quand je parlais de langage universel et de compréhension, c'est tout ce socle-là que fournit l'IAC aux équipes IT aujourd'hui et qui permet aux équipes de développeurs de comprendre aussi un peu plus le monde Ops et aux équipes Ops de s'intéresser aussi au monde des développeurs. Donc, de rentrer plus dans le détail dans l'architecture technique logicielle, pas forcément de comprendre le code, mais au moins de comprendre l'architecture pour pouvoir définir une infrastructure qui pourrait servir au mieux l'application. Voilà. On a aussi un deuxième critère qui est le push ou le pull. Donc, on va avoir des outils en fait qui vont fonctionner de manière totalement autonome. Par exemple, je prends l'exemple d'Ansible aujourd'hui. Aujourd'hui, Ansible, on peut l'exécuter sur un poste de travail comme sur un serveur ou autre. Donc, en fait, le push, c'est clairement, je prends les instructions et je les pousse directement vers la cible. Donc, la cible va exécuter ces tâches-là qui lui ont été envoyées par le poste de travail ou par un autre type de périphérique. Le pool, c'est la cible va récupérer auprès d'un serveur centralisé la configuration qu'il doit appliquer, qu'il doit s'appliquer à lui-même. Donc, c'est ça la différence entre le push et le pull. On a aussi un troisième critère qui est très important dans une entreprise aussi, qui peut conditionner au choix de l'outil, c'est soit l'agent ou sans agent. Il y a des outils comme par exemple Chef, Puppet, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont des outils qui fonctionnent avec des agents. Donc, vous allez devoir déployer des petits agents qui sont assez légers sur chaque serveur que vous souhaitez gérer. Et par exemple, Ansible, lui, est complètement agentless. Il n'a pas besoin d'agent. Lui, il travaille avec le protocole SSH et il est capable de pousser les instructions via le protocole SSH pour exécuter les différentes instructions qu'on aura définies dans notre manifeste. Donc, c'est ça la différence. Là, je vous ai présenté 3 critères qui peuvent conditionner votre choix, mais il y a aussi d'autres critères plus ou moins importants qui peuvent aussi le faire. Généralement, dans une entreprise, et surtout à l'ère du DevOps, effectivement, ça évolue très vite, mais l'entreprise a aussi besoin de miser sur un outil qui va vivre longtemps, qui aura, comment dire ça, qui est sûr de perdurer dans le temps. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on intègre un outil, qu'on choisit un outil et qu'on est obligé de changer au bout de 2 ans, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc, d'expérience personnelle, comment choisir un outil? Déjà, il faut étudier les besoins en termes d'infrastructure au sein du SI. Il faut étudier ces différents points et il faut essayer de aussi comprendre j'ai pas le terme exact, mais la nomenclature de l'infrastructure pour avoir un outil qui s'y prête bien, qui s'intègre bien. Et j'en reviens au fait comment on choisit cet outil-là avec d'autres critères. Par exemple, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur GitHub et je regarde il y a combien de contributeurs sur cet outil-là. Est-ce que cet outil-là est suivi par la communauté? Pourquoi? Pourquoi ces 2 critères-là? Par exemple, si un jour, je ne sais pas, la maison mère décide de ne plus maintenir cet outil-là, sachant qu'il y a plus de 1000, 2000 contributeurs sur cet outil-là, je prends l'exemple de Terraform, on pourra toujours avoir des gens très motivés, des gens techniquement très bons qui peuvent se baser sur cet même outil-là pour en créer un autre et pour continuer à le faire vivre. D'où l'importance de vérifier la stratégie de l'entreprise. Donc voilà. Ah, j'ai un petit souci. Voilà, c'est passé. Donc on en vient en fait à l'IAC et le DevOps. Donc, pour vous expliquer qu'effectivement, c'est
c'est très lié, hein, le DevOps. En fait, avec l'arrivée du DevOps, on en parle à tout va. L'IAC est vraiment fait partie intégrante de cette culture-là. Par exemple, sur l'intégration continue, sur le déploiement continu, on est sur deux termes et sur deux gros processus, deux gros blocs de processus qui tous deux se basent sur l'IAC. L'intégration continue aujourd'hui, c'est la partie qui permet, qui sert surtout le développeur dans les premières phases de développement de l'application, qui lui permet de compiler, de préparer son environnement technique. Et tout ça, c'est grâce à l'infrastructure as code. Sans ça, en fait, il n'est pas capable d'avoir à portée de main une infrastructure aussi rapidement. Il serait toujours obligé de demander des ressources, d'avoir l'approbation et de faire tout ce travail-là qui est assez consommateur en temps. On a aussi la partie déploiement continu, donc qu'il s'agit de créer toute la nomenclature de l'infrastructure et se base aussi sur l'IAC. Et du coup, en ayant automatisé toute la chaîne, comme vous voyez sur l'image en dessous, on a ce qu'on appelle une chaîne de déploiement CI/CD entièrement automatisée. Donc, de l'étape commit, ce que j'appelle l'étape commit, c'est la première fois que le développeur va pousser le code sur Git ou sur un système de versionning code, jusqu'au déploiement de l'application en prod, up and running, c'est-à-dire que l'application est accessible et fonctionnelle. Voilà. Donc, il faut garder en tête que le CI, le CD se base entièrement sur l'IAC, pas entièrement, mais se base principalement sur l'IAC pour pouvoir proposer cette agilité, cette rapidité auprès des équipes techniques. Donc, il y a de nombreux avantages à la clé. Une infrastructure immuable. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure en début de présentation, c'est que avec la méthode old school, on se retrouvait souvent avec des infrastructures qui ne se ressemblaient pas, des infrastructures qui contenaient des différences qui pouvaient nuire au fonctionnement de l'application. Donc, avec les chaînes CI/CD, avec l'IAC, avec des manifestes qui sont prédéfinis et qui bougent seulement s'il y a une évolution, permet d'avoir cette infrastructure-là auquelle on n'y touche pas. C'est-à-dire on a tout préparé pour que tout soit, que toute l'infrastructure soit prête pour que l'application puisse fonctionner correctement et en toute autonomie. Voilà. On a une meilleure gestion des changements. Donc ça, c'est très important. Là où, effectivement, avec les documentations Word, les procédures assez lourdes, on avait du mal à avoir une vision claire sur les changements. On savait à tous les niveaux côté IT, on n'avait pas forcément une vision de ce qui est des modifications qui ont été apportées dans les environnements et on ne comprend pas forcément pourquoi ça ne fonctionne pas en prod, etc. Donc là, avec l'IAC et avec le versionning des manifestes, on a une meilleure, je dirais, un meilleur suivi des changements et de ce qui se passe sur l'infrastructure. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est que l'IAC, les manifestes sont répétables, dans le sens où on peut rejouer les mêmes fichiers de code sur différents environnements ou chez différents fournisseurs, par exemple, à condition d'avoir bien sûr d'utiliser la bonne syntaxe derrière. On a aussi une infrastructure extensible, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez mal jugé les ressources nécessaires pour faire fonctionner l'application, demain, sans souci, en modifiant le manifeste, vous pouvez ajouter un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs qui seront provisionnés de la même façon que les premiers serveurs initialement prévus. Voilà. Donc, il y a cette facilité-là à ajouter de la ressource et à supprimer de la ressource ou même la modifier sans avoir peur de tout casser derrière. Donc là, on va terminer par une démonstration avec Terraform. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne un peu Terraform.
On va créer une instance cloud donc sur le provider Hetzner, donc qui est un provider allemand. Et voilà, je ne sais pas si il y a des questions auxquelles on peut répondre déjà avant de passer à la démonstration. Il y en a une, effectivement. Est-ce que l'IAC est forcément lié à un cloud provider? Il nous indique que c'est sa seule expérience sur le sujet, ou est-ce qu'elle peut s'intégrer dans une infrastructure propriétaire? Oui, elle peut. Alors, alors là, ma réponse, ça va concerner mon expérience personnelle, mais oui, en fait, c'est pas seulement lié à du cloud ou à quelque chose de décentralisé. Aujourd'hui, par exemple, le Terraform fonctionne très bien avec VMware, qui est une solution propriétaire, Swift, par exemple. Donc, en fait, ce qui est aussi important, c'est, je pense, avec Terraform, c'est aussi d'aller regarder sur le portail. Il y a une liste assez conséquente de plugins qui permettent aussi de prendre en compte des systèmes ou des OS ou des hyperviseurs on-premise, voilà, et qui ne sont Est-ce que pas c'est pas, forcément est-ce du que cloud. c'est pas finalement aussi la clé de l'adoption massive finalement de ces systèmes-là? Tu parlais au tout début de faire gagner du temps, de parler le même langage, ce qui fait aussi écho à d'autres éléments dans le monde DevOps comme la containerisation, etc., qu'on a pu voir dans d'autres Proxy Monday. Et finalement, est-ce que la clé d'une adoption massive, c'est pas justement cette interopérabilité entre les différentes plateformes, que ce soit le plus ouvert possible, le plus compatible possible, pour que ce soit le plus utilisé par le plus de monde finalement. Oui, tu as tout à fait raison sur ce point-là. C'est vrai que je ne l'ai pas assez mis en avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on choisit un outil, c'est pour qu'il puisse du moins couvrir un maximum de providers pour qu'on puisse pas demain se retrouver coincé quelque part. C'est effectivement avec la venue du DevOps et la possibilité d'avoir des infrastructures hybrides avec différentes technologies, avec différents types de serveurs derrière, c'est vrai qu'il est mieux de privilégier des outils qui nous permettent de couvrir un maximum de champs de technologies derrière pour surtout ne pas se retrouver coincé. En fait, c'est ça la plus grande peur aujourd'hui des SI qui ont des infrastructures soit hybrides ou soit dans le cloud, c'est de se retrouver coincé quelque part parce que leur outil ne prend pas en charge d'autres technologies. Ouais, tout à fait. Ok, super. J'en parlerai à deux, trois DSI que je connais qui avaient fait le pari de Struts à l'époque. Mais c'est un peu hors sujet. On te laisse Ah, poursuivre avec la démo, sinon on va être un peu court dans le temps. Vas-y. ok. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc là, euh, pour vous présenter un peu plus le détail, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Est-ce que la police n'est pas trop petite? Euh, Si elle est trop petite, n'hésitez pas à le faire savoir. J'augmenterai la taille, hein. Donc en fait, là, on est dans un projet typique Terraform. Donc je préviens d'abord, hein, c'est pas un projet à utiliser en production ou à prendre exemple, hein. J'ai vraiment fait ce projet-là, ce petit exercice-là pour vous montrer tout simplement les bénéfices de l'infrastructure as code. Ouais. Donc là, en fait, le projet est constitué de plusieurs fichiers. On a le fichier main qui contient les instructions, on va dire, importantes. Et on va avoir un fichier variable sur lequel on va définir des valeurs prédéfinies euh, pour les réutiliser dans le main et avoir cet aspect dynamique et qu'on n'ait pas besoin de reproduire la valeur. Si on a besoin d'utiliser la valeur à plusieurs endroits, qu'on la déclare en tant que variable et qu'on puisse la réutiliser par la suite. On a aussi un fichier output dans lequel je définis des sorties. Donc, en fait, une fois que je vais exécuter le fichier et qui va créer mon infrastructure, j'aimerais bien savoir quelle est l'adresse IP, quel est le nom de mon serveur, quel est son statut. Ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin de savoir bah, si tout a bien été créé, etc. Je ne vais pas vous montrer le Terraform TV Vars parce qu'il contient le token dans lequel il me donne tous les droits pour pouvoir exécuter des instances cloud sur le provider sur lequel j'ai choisi. Voilà. Mais dedans, ça contient typiquement les deux variables que j'ai définies ici.
Donc, ma clé SSH public key, bon, qui n'est pas forcément très critique, mais c'est cette valeur-là, effectivement, qui est un peu plus critique. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais retourner sur ma console. Je vais vous montrer étape par étape. Donc, une fois, sur Terraform, c'est vrai que là, je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, mais s'il y a une forte demande, on pourra peut-être faire quelque chose en live avec Terraform. Et là, vous comprendrez un peu plus en détail le fonctionnement de l'outil. Donc là, en fait, j'ai juste à taper Terraform init. Donc là, en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va initier le projet à partir des fichiers qu'on a déjà construits. Donc là, je fais Terraform init. Donc là, il va dire, OK, tu souhaites déployer sur Hetzner. Tu as dit que tu souhaitais un plugin d'Hetzner pour pouvoir le déployer là-dessus. Donc, il va faire le nécessaire pour trouver le plugin, pour le télécharger et pour le mettre dans le dossier de projet. Et là, si je retourne là-dessus, on a un répertoire et un nouveau fichier qui a été créé. Donc là, dans ce fichier-là, on voit bien, voilà, je t'ai bien trouvé le plugin que tu voulais avec la version que tu souhaitais. Du coup, à partir de ce moment-là, votre projet est bien constitué. Là, vous avez la garantie que vous allez pouvoir, du moins, préparer votre déploiement. Ce que je vais faire pour préparer le déploiement, il y a une deuxième étape, c'est Terraform Plan. Terraform Plan va analyser l'ensemble des instructions que vous lui avez données. Donc là, typiquement, il a résumé tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire, OK, il y aura un serveur démo qui va être créé, qui sera basé sur Debian, qui sera dans le data center de Nuremberg et qui aura comme nom Proxiat Demo Web Nuremberg 1. Et le type de serveur, c'est CX11. À quoi correspond CX11? En fait, CX11 correspond aux caractéristiques déterminées par le provider. Donc, ça va être une VM de 2 gigas. Voilà. Et alors justement, tiens, tant que tu parles du provider, on a Yacine qui nous demande quels sont les avantages du provider Hetzner. Ah, par rapport à... Alors, c'est vraiment C'est une question de goût pur. peut-être, Voilà, d'habitude. c'est une question de goût. Alors, c'est aussi une question de tarifaire, parce qu'effectivement, moi, je fais beaucoup de lab personnellement en dehors des heures de boulot pour comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et Etzner est très compétitif sur le plan tarifaire, mais aussi sur les caractéristiques fournies. C'est-à-dire que on va payer pour pas cher pour une instance qui est très bien dimensionnée par rapport à ce qu'on peut avoir chez les providers français, par exemple, aujourd'hui. C'est un bon rapport quantité-qualité-prix, quoi, finalement. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait, vous Mais résumez. ils n'ont pas sponsorisé ce Proxy Monday. Non, Si quelqu'un de chez voilà. Etzner passe par là, n'hésitez pas. On te laisse poursuivre, Tan, merci. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas montré rapidement, mais j'ai aussi demandé à ce qu'on crée un utilisateur avec ma clé publique. Donc, l'authentification ne se fera pas par utilisateur mot de passe, mais plutôt via SSH directement avec ma clé que je vais pouvoir m'authentifier auprès de mon serveur qui sera fraîchement créé tout à l'heure. Et là, je vais vous parler, je vous ai dit tout à l'heure que avec les outils IAC, il y a la notion d'état. Donc, lorsqu'on va créer notre infrastructure, euh, on va parler de changements. Donc, il y aura 2 changements qui vont être opérés. Donc là, la traduction, voilà, c'est en français, c'est pour mieux vous situer. C'est qu'on aura 2 ajouts, voilà, 2 serveurs qui vont être ajoutés. Moi, je le vois comme un changement parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être opéré. Et après, en output, en sortie, une fois que tout aura été créé, il va nous sortir les valeurs dont on aura besoin pour nous connecter sur le serveur, tout simplement. Donc là, une fois que vous avez vérifié que dans le récap, cela correspond bien à ce que vous souhaitez avoir en tant qu'infrastructure cible, on peut commencer à le déployer. Donc Terraform deploy, tout simplement. Non, c'est apply, excusez-moi. Terraform apply. Voilà, donc là, il nous demande la question, donc
là, c'est parce qu'on est en mode interactif, mais en mode dans une chaîne de déploiement CI/CD, on a la possibilité de bypasser cette question-là. Donc, j'ai juste à répondre yes. Donc là, il me crée toutes mes instances, du moins la ressource, il ajoute ma clé SSH. Et vous allez voir, c'est assez rapide. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour avoir notre ressource. Voilà. Donc, en l'espace de quasiment 10 secondes, j'ai ma machine virtuelle qui est prête. Donc là, je peux vous montrer sur l'interface web du provider. Donc voilà. Donc, de manière instantanée, j'ai ma VM qui est en place avec une adresse IP publique sur laquelle je peux y accéder. Donc j'ai juste, par exemple, à faire SSH. Donc là, je vais utiliser ma clé. Donc là, excusez-moi, j'ai oublié un paramètre. Voilà. Donc là, ID proxyad démo. Et je vais utiliser l'adresse IP qui m'a été communiquée ici. Elle est en sortie. Donc là, ah oui, oui, j'avais fait un test tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est hop là, hop, non-host. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, voilà, j'ai accès à mon serveur. Je suis sur mon serveur que je viens tout fraîchement d'instancier. Donc là, c'est vraiment un exemple très basique, hein. Là, je vous montre peut-être 0,5% de la capacité du produit, mais cela vous permet déjà de voir que juste au travers, là je reviens sur mon éditeur de texte, juste au travers de manière textuelle finalement, là, avec un bloc, ça suffit à définir mon instance. Donc, imaginez à une échelle plus grande qu'on puisse définir les instances, les dépendances. C'est vrai que j'ai pas parlé des dépendances, mais on peut définir, on peut dire que, par exemple, tant que tu n'as pas instancié ma machine virtuelle, tu n'instancies pas le stockage. Donc, on peut créer toutes sortes de dépendances que le logiciel est capable, l'application est capable de gérer pour vous après. Donc là, par exemple, maintenant, si je reviens sur ma console, bon, là, je quitte mon serveur, j'essaie de faire un Terraform plan de nouveau. Je dis, OK, je veux replanifier un déploiement. Ce qu'il va faire, c'est il va dire, pas de changement par rapport à ce que j'ai laissé dans mon fichier. Donc, je ne l'ai pas modifié. Il me dit, aucun changement est à prévoir sur l'infrastructure. Donc, il a vraiment gardé l'état initial du déploiement. Et tant qu'il n'y a pas de modification dans les fichiers, pour lui, il n'y a pas, de choses à faire, il n'y a pas d'action à faire. Et donc, c'est tout là la force de ces outils-là, c'est que au fur et à mesure que vous allez faire évoluer votre infrastructure, l'évolution, elle sera uniforme sur tous vos serveurs. Il n'y a pas une marge d'erreur possible, en fait, si vous définissez bien vos fichiers de code. Mais attention, il y a quand même un gros point négatif sur lequel il faut faire très attention. Si vous êtes capable de déployer à grande échelle une modification, si la modification n'est pas maîtrisée, vous pouvez avoir une régression sur l'ensemble de votre parc ou une partie de votre parc aussi. Donc, c'est des points, c'est des notions à faire attention. C'est bien d'avoir toutes les étapes qui sont automatisées, mais il faut aussi maîtriser. Donc, c'est pour ça que je dirais que l'IAC ne remplace pas les spécialistes. J'entends beaucoup de bruit autour de moi qui disent ah oui, mais avec le DevOps, on n'a plus besoin de gens, d'ingénieurs système, on n'a plus besoin de DBA, on est capable de tout faire, on n'a plus besoin d'eux. C'est oui et non. Oui et non. Je dirais que ces outils-là sont un peu traîtres si on n'a pas une bonne connaissance technique dans le domaine dans lequel on automatise. Donc, il faut faire très attention. Il faut pas sous-estimer les autres corps de métier. Voilà. Donc, non, l'IAC, le DevOps ne vont pas mettre au chômage les autres corps de métier. C'est ce que je veux dire par là. Eh ben, merci beaucoup, Tan. Du coup, on arrive à tout pile à la fin, Oui. il est 19h30. Oui. Merci à tous d'être restés. On a déjà une ou deux personnes qui ont dû nous quitter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut peut-être encore déborder un tout petit peu Oui. si certains ou certaines veulent
veulent réactiver leur micro, on va leur rendre possible. Pour ceux qui devraient nous laisser, bien évidemment, la fin se retrouvera sur YouTube à partir de vendredi. N'hésitez pas à nous laisser un petit chiffre entre 1 et 5 avant de partir dans le chat. On a l'habitude de faire ça maintenant. C'est un rôti. Voilà, 5, j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un bon moment. 1, c'était vraiment naze. Je ne reviendrai plus. Mais vous êtes tous restés a priori tout le long. Donc je pense que c'était bon. Merci Jean-Pierre, merci Nkoy, merci Yoni. On n'a que des 5-6 de la part de Yassen. C'est incroyable. Merci Yassen. C'est Merci à vous. super. 5 de Suleiman, 5 d'Alexis également. Yoni qui se rattrape et qui change pour un 6 également. Merci, merci. On va pas faire la surenchère. Et n'hésitez pas, si certains ont des questions, je vais vous permettre de réactiver également votre micro. Bougez pas, je m'occupe de ça. Ça y est, vous pouvez le faire directement. Alors, on a Michel qui nous demande en cas de problème de déploiement, il suffit de revenir dans l'état antérieur. Est-ce possible sans difficulté? L'état antérieur, oui. 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 Ouf, On a Discord qui se faisait la discrétion. Oui, je ne sais pas pourquoi il s'est lancé tout seul. Oui, on peut revenir dans un état antérieur, à condition de ne pas avoir modifié le fichier. Par exemple, si on a fait une modification, je dirais, si on a ajouté un serveur dans le fichier et qu'on ne le veut plus, par exemple, on supprime le bloc qui est lié à cette nouvelle ressource, on l'enlève et on refait un déploiement et il saura faire la différence entre ce qui a changé dans le fichier et ce qui est présent sur l'infrastructure actuelle. Et du coup, on peut revenir dans l'état d'avant, on va dire ça, ouais, sans souci. Ok, super. Merci Adnan pour ton commentaire. Merci Laurent également pour ton commentaire. Bonne soirée à toi également. Bonne soirée Adnan. Est-ce Donc qu'on a voilà. d'autres questions peut-être? C'est vrai que c'était pas forcément un sujet facile à aborder en 1 heure parce que c'est assez dense. J'ai essayé de vous montrer un peu. Voilà, n'hésitez pas si Alors vous avez des Jean-Pierre qui questions. nous dit merci, une démo en live, serait super. Eh ben écoute Jean-Pierre, merci à toi encore pour ta fidélité parce que tu es là souvent et sache que c'est vraiment des choses qu'on étudie et notamment on aura normalement début février pardon, une session de live coding également qui s'organise. On vous tient au courant, on essaie de vous tenir au courant un petit peu plus en amont des prochains Proximon Days. On essaie de faire ça vraiment au fur et à mesure, mais le calendrier se remplit et on devrait pouvoir assurer toutes les semaines jusqu'au printemps avec petite pause pendant les vacances scolaires comme d'habitude. Mais les nouveaux sujets arrivent très vite. Plus d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, ne se manifeste. N'oubliez pas, vous pouvez réactiver votre micro. Ayoni, Oui, tu as réactivé ton micro. Je t'en prie, vas-y, c'est à toi. moi je suis développeur et souvent ce qu'on a en souci chez nous, chez les développeurs, c'est d'avoir un environnement qui soit ISO entre notre PC et l'environnement type pré-production ou production. Oui. Donc, toujours là, je vois que par exemple c'est hyper facile de déployer une infrastructure grâce par exemple à Terraform. Je connaissais déjà un petit peu. Mais comment être sûr que l'infrastructure sur un poste d'un développeur soit conforme du coup à l'infrastructure qui va être développée, enfin qui va être déployée sur les environnements type serveur. Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, de ma propre expérience, ce qu'on faisait, c'est qu'on évitait un maximum, comment dire ça, on évitait de donner la possibilité aux développeurs de créer leur propre environnement sur leur propre poste. Parce qu'effectivement, on n'est pas forcément en conditions réelles. Alors, la chose à faire, généralement, c'est qu'on va créer des conteneurs Docker qui seront réutilisés aussi bien sur le poste de travail qu'en dev, qu'en test, qu'en prod. Donc là, on est sûr d'avoir un socle technique qui va être, comment dire ça, qui va garder le même fonctionnement jusqu'en production. Donc ça peut être une idée, Docker. Et effectivement, Docker couplé avec Terraform ou Ansible, parce que Ansible on aura
plus facile, une gestion beaucoup plus facile pour déployer tout ça. Mais on pourra avoir cette uniformité que tu recherches en fait. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui, là où je travaille actuellement, les développeurs, ce qu'ils font, c'est que ils codent et après ils exécutent dans un environnement Docker avec des fichiers que nous, on aura préparés avec eux. Et ces fichiers-là sont les mêmes qui sont utilisés en test, en QA ou en UAT et en production. Et donc, on s'assure qu'effectivement, le dev, quand il exécute son code, il soit dans un environnement qui soit identique à celle de la prod. Et avec Docker, ça facilite la chose. Et donc finalement, pour répondre à la question de Johnny, Tan, c'est que chez ton client actuel, il y a une équipe dont tu fais partie, et que tu diriges d'ailleurs, qui se charge finalement, qui fait en sorte que les développeurs aient le même environnement que tout le monde. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Oui, c'est ce qui, je pense, n'est pas le cas partout. oui. Yoni, je ne sais pas si de ton côté, c'est la même chose aujourd'hui. Ouais, non, je comprends. Enfin, du coup, ça rejoint au début de ta présentation où tu disais que cette partie-là venait dès le début du projet. Oui, Où, du coup, le rôle du DevOps qui va faire toute cette partie, ce sera de aussi déterminer les environnements de développement pour les développeurs, oui. de normaliser le tout pour justement faciliter à tout le monde de travailler en groupe. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Et ça, effectivement, alors, quand on dit DevOps, il y a, il y a, comment dire ça? Tu peux aussi être développeur et parler en face de toi avec un ingénieur système. En fait, tu vas travailler avec lui dans la définition de cette infra-là. Et le plus important, effectivement, c'est de standardiser ça. Parce que, en fait, moi, dans mon cas personnel, je l'ai vu, hein, je l'ai vu que des développeurs, en fait, ils développaient sur leur poste, puis parfois, ils ne comprenaient pas pourquoi en production, ça ne fonctionnait pas de la même façon. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour certains développeurs, on a même facilité la tâche, c'est qu'ils ne voulaient rien exécuter sur leur poste. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils poussent une nouvelle modification du code sur Git, que ça, en fait, ça va déclencher tout un workflow et qui va monter l'environnement de manière temporaire à ce qu'il puisse tester si la nouvelle fonctionnalité qu'il a développée fonctionne correctement selon les objectifs et la demande. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on déporte complètement toute la partie infrastructure sur un environnement dédié qui est contrôlé par les ingénieurs système ou les ingénieurs DevOps. Je ne sais pas si tu vois à peu près la chose. Le développeur, lui, il est avec son IDE, il pousse son code et ça déclenche un workflow DevOps derrière qui va monter toute l'architecture pour lui, de l'infrastructure pour faire tourner l'application de manière temporaire, en fait. Ouais, je vois. C'est la partie temporaire que je connais pas. Moi, de mon côté, euh, là, je viens d'arriver chez Proxiad, hein. Je suis arrivé le 1er décembre. Dans mon ancienne entreprise, en fait, on était un peu en mode BIOD, donc Bring Your Own Device. Oui. Et du coup, c'était un peu le bazar, mais peu étaient sur Windows, beaucoup étaient sur Linux, enfin sur macOS. L'avantage, c'est Oui. que du coup, sur les environnements de prod, ça pose pas trop de soucis. Moi, je suis revenu sur du Windows là et j'ai eu pas mal de soucis. Et effectivement, genre, je m'efforçais d'essayer de centraliser et de normaliser toutes les façons de développer, déjà que ce soit sur du Docker pour que tout le monde puisse comprendre. Et après, avoir nos petites procédures pour les envoyer en prod. Typiquement, si c'est une base de données, on enlève de Docker quand on passe en production. Oui. Mais la partie où tu te dis que quand le DevOps va permettre d'utiliser les pipelines pour faire un environnement qui soit temporaire pour un développeur. T'entends quoi par ça exactement? Bah, par exemple, Oula, et je me permets juste, messieurs, de vous stopper parce que là, non, c'est super intéressant, mais je pense qu'on dépasse énormément le cadre. Et du coup, en fait, Yoni, ce que je te propose, le plus simple pour continuer ça à l'occasion, c'est via Proxytalk. Tu as tout ce qu'il faut. Tu contactes Anne directement. ah Puis oui, vous n'hésite pas. n'hésitez pas à en parler.
Et non, parce que vraiment, c'est passionnant, hein, j'en doute pas une seconde, mais là, on déborde, on déborde, on déborde, Ouais. et on risque de finir un petit peu trop tard. Et voilà, ça pourrait être l'objet d'un prochain échange, mais vraiment, je vous invite à continuer, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, et qu'on organise tous ces événements. C'est aussi pour vous permettre de vous rencontrer, de discuter entre vous. Il n'y avait pas forcément de raison que Yoni, qui je crois que tu viens du nord de la France, rencontre Tan. Voilà, l'idée, c'est de faire ça aussi, de créer ces ponts-là. Et on a tous les outils à dispo pour que vous puissiez continuer tranquillement cette discussion maintenant, tout de suite, ou alors de manière asynchrone aussi. En tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. C'était un plaisir. Et puis on espère vous retrouver lundi prochain. Et lundi prochain, ce sera Laurent à ma place qui animera avec notre intervenant de la semaine prochaine. Ok, y a pas de souci. Bah, n'hésite pas du coup à me contacter sur ProxyTalk. Ça marche, merci. Merci tout le monde. Désolé Yoni, hein, mais encore une fois, merci pour ton enthousiasme et pour ta présence pour cette première fois et à bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.